pense que je ne suis pas le meilleur pour parler de ça parce que je ne suis pas très organisé dans ma manière de travailler. Ce qui fait que j'ai une préparation toujours à la fois très intuitive, donc forcément un peu chaotique aussi, dans la mesure où quand j'ai une idée, je la garde très longtemps avant même de commencer à écrire. Donc je peux passer plusieurs années. Pour ce dernier roman, par exemple, j'ai dû, avant même de commencer à écrire, je crois que je suis resté avec simplement l'idée, l'envie d'écrire ce roman un certain nombre d'années. Ensuite, quand j'ai commencé à écrire, en 2018, je n'écris pas de façon linéaire, si on veut. Donc la première scène que j'ai écrite est une scène qui est quasiment au cœur du roman, au milieu. Et une fois que cette scène était écrite, je commence par le début pour arriver à cette scène et ensuite continuer. Mais tout cela se fait toujours sans plan, sans structure, sans document qui est déjà là ou que je suivrai ligne par ligne, si on veut, ou plan par plan. Parce que j'estime que, bon, écrire un livre n'est pas faire un film, le découpage n'est pas le même, la composition d'un roman n'est pas la même. Et donc, je suis très intuitif, vraiment. Donc, ce sont plus des personnages et leur vie psychologique ou intérieure que je suis, plutôt qu'un plan qui serait déjà ficelé. Je sais qu'il y a des romanciers qui font l'inverse, qui ont même besoin de connaître la fin avant de commencer. Mais pour moi, c'est vraiment très, très différent. Ça passe d'abord par plus des images qui se créent et que je laisse grandir. Alors, évidemment, le problème quand on écrit comme ça, c'est qu'on peut être bloqué. Et quand on est bloqué, on ne peut pas, pour sortir de l'impasse, faire autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bon, je vais écrire une autre scène, parce qu'on ne sait pas ce que sera cette autre scène. Donc on est obligé vraiment d'attendre que la chose se débloque. Donc il faut réfléchir, marcher, faire la cuisine, voilà, en attendant que les choses soient beaucoup plus claires. Mais ça donne une extrême liberté en même temps. Quand on n'a pas, c'est logique, quand on n'a pas de plan, on fait ce qu'on veut. Pas tout à fait ce qu'on veut, parce qu'il y a quand même des contraintes, mais on est plus libre dans la manière d'aller et de venir. Et ça se ressent, je pense, dans le roman, dans la structure du roman, qui est très éclatée, qui est très, très ouverte, et qui ressemble un peu à la question du labyrinthe dont il est question dans le roman. Voilà, et ensuite, une fois que le premier jet est écrit, il faut travailler pour réduire un peu. Voilà, donc le premier jet était beaucoup plus long, et ensuite j'ai réduit. Mais je ne fais jamais de documentation au sens où j'irai compiler des fiches et que j'aurai un dossier. Voilà. C'est au cours de l'écriture que ça vient. Je ne vais pas dire que je découvre la fin, non. Mais au tout début, je ne la connais pas et il faut que je sois vraiment avancé. C'est vraiment quand j'arrive aux 2 tiers du roman à peu près que je commence à entrevoir ce que cette fin pourrait être. Mais je ne l'écris pas avant. Ça, je ne la connais jamais. Parce que c'est intéressant pour moi aussi d'être un peu surpris par ce qui va arriver. Je pense que c'est une illusion, enfin, non, parce que beaucoup de romanciers connaissent déjà, donc je ne peux pas dire que c'est une illusion, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant, pour moi en tout cas, de suivre les personnages et de découvrir quelque chose au cours de l'écriture. Vous savez que Marguerite Duras disait qu'elle se demandait à quoi bon écrire quelque chose qu'on sait déjà, puisqu'on le sait déjà. C'est une question un peu... Mais c'est un peu le même principe pour le coup pour moi. C'est très difficile à dire parce que ce que je disais tout à l'heure sur le temps est très difficile à quantifier, à mesurer. J'ai commencé à écrire en 2018 et je l'ai publié en 2021. Donc on peut dire que ça m'a pris 3 ans. Mais l'idée, les premières idées, elles remontent à peut-être 7, 8, 10 ans quasiment. Donc pendant toutes ces années-là,
J'ai pensé à des choses, à des questions, à des personnages. Parfois, je les ai abandonnés, parfois, je les ai reprises. D'autres fois, j'ai complètement changé. Mais moi, je compte ce temps-là aussi dans l'écriture. Donc, pendant l'écriture, je crois que ce n'est pas simplement le moment où vous êtes en train d'écrire ou de taper. Ça compte aussi le temps où vous réfléchissez, où vous marchez, où vous vivez avec vos idées, où vous y pensez la nuit, vous vous réveillez, vous faites des rêves, vous faites des cauchemars. Tout ça fait partie, à mon avis, du processus. Et j'essaie de le... Voilà. Ça, c'est un temps difficile à quantifier, mais je sais que ça se mesure en plusieurs années, c'est sûr. Le temps de la réflexion et le temps de l'écriture proprement dite. Comme ce sont des questions dans le roman qui sont très liées à l'écriture, au fait de créer quelque chose, c'est-à-dire que ça m'oblige moi-même à réfléchir à cet acte-là. Donc ce n'est pas simplement un geste de raconter une bonne histoire, quelque chose de cohérent qui va... C'est aussi interroger moi-même quel est mon propre rapport à l'écriture, à la littérature, au livre, à la bibliothèque qui m'a précédé. Toutes ces questions-là m'obligent aussi voilà, à réfléchir à tout cela. Et puis, évidemment, quand on écrit et qu'on est un peu habité par son sujet, forcément, ça a des effets sur soi, dans votre concentration, dans votre rapport aux autres, dans votre rapport à la lecture. Tout à l'heure, je mentionnais le fait de rêver de ces personnages avant même d'écrire ou de faire des cauchemars. Donc psychologiquement, il y a une vie intérieure aussi qui est importante et qui concrètement, oui, a des effets aussi sur votre... oui, dans votre vie sociale également. J'ai passé beaucoup de temps à faire de la marche dans ces moments-là. Donc à me soustraire aussi un peu à une vie sociale qui est parfois beaucoup plus animée pour être plus tranquille, pour pouvoir réfléchir à ce que je voulais faire. Voilà, ça c'est énormément d'effets sociaux, psychologiques, purement littéraires aussi. Mais tout ça fait partie du processus aussi de l'écriture. Vous trouvez? Non, moi, en fait, je ne me pose pas la question de l'autofiction comme genre. Moi, je reste vraiment dans la fiction. Et la fiction, pour moi, c'est vraiment la transfiguration d'une expérience réelle, même si c'est une expérience seulement intérieure. Mais de toute façon, toutes les expériences, au fond, sont intérieures. Même les expériences les plus physiques ou les plus... ont une vie intérieure. Et je ne me dis pas, par exemple, je vais raconter ma vie, ou je vais faire le récit de ma vie avec quelques éléments fictifs. Pour moi, la fiction vient vraiment pour... J'ai utilisé le mot transfigurer. Ça veut dire que c'est ce qui, partant d'un élément réel, dépasse cet élément réel. Et l'image que j'utilise souvent, c'est l'image du miroir. On peut considérer que l'autofiction, c'est un miroir que vous placez devant vous et vous dites la vérité de ce que vous êtes. C'est un reflet de ce que vous êtes. Mais moi, dans la démarche que je fais avec la même image du miroir, c'est plus comme Alice, au Pays des Merveilles. C'est la traversée du miroir. Et ça, c'est ça que j'appelle transfigurer. C'est vraiment ce qui, au départ, semble ressembler à ce que vous êtes. Vous renvoyez à quelque chose. Donc, il y a une image qui est assez nette au départ, mais que la fiction vient brouiller ou vient éclater. Donc, le miroir, à la fin, vous le traversez ou il devient complètement brisé ou en fragments, avec plusieurs petits éléments qui apparaissent ici et là, qui font que, à la fin, évidemment, c'est très proche de moi, mais ce n'est pas non plus moi. Ce qui fait que je ne peux pas dire Diegan, c'est moi, parce que ce serait un abus de langage, mais inversement, je ne peux pas dire Diegan, ce n'est pas moi, parce que c'est aussi un abus de langage. Toute la
C'est toujours une question de distance. À certains moments, il est très proche de moi, il se superpose à moi. Et ceux qui, bon, parfois, il faut connaître, oui, la personne, il faut me connaître, connaître ma vie, mon parcours, pour parfois repérer des éléments qui sont clairement autobiographiques. Mais à d'autres moments, c'est tout à fait éloigné de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Et c'est ce jeu-là qui est aussi intéressant. Voilà. Après l'autofiction, il y a de très beaux livres d'autofiction. Il y en a de très beaux, mais c'est un genre qui est pour moi très difficile à définir. Et pour être tout à fait honnête, je ne... C'est-à-dire que bon, moi, c'est la fiction qui me plaît, c'est le travail de la fiction. Non pas la vérité nue ou directe, mais la vérité par le détour de l'illusion. L'illusion, pour moi, est un mot très important dans le travail de fiction. De créer des illusions, créer des images, créer des environnements complètement oniriques, de rêves, parfois clairement symboliques ou magiques, mais qui permettent toujours, non pas de s'éloigner de soi, mais d'être proche de soi aussi, mais d'un soi qui est beaucoup plus, voilà, intérieur. Ça dépend de qui. C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'engage? Évidemment, on peut s'engager comme citoyen. Ça, il n'y a pas de... Mais quand on est un écrivain, est-ce qu'on engage son livre? Est-ce que... C'est un mot qui est très, pour moi, qui a plusieurs dimensions quand on dit engagement. Je pense que les hommes peuvent s'engager, doivent s'engager quand il y a des inégalités, qu'ils doivent se battre, etc. Ça, je pense vraiment. Après, les livres eux-mêmes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que dans les livres, il faut aussi laisser une grande place aux gens qui vous lisent. Il faut aussi prendre en compte les lecteurs. Et prendre en compte les lecteurs sur cette question de l'engagement, c'est toujours à vous garder à l'esprit que les lecteurs portent aussi leur part politique, leur sensibilité politique, et qu'ils contribuent à la construction du sens politique d'un livre. Tous les lecteurs ne donnent pas le même sens politique à un livre. Tous les lecteurs ne donnent pas le même degré d'engagement ou ne trouvent pas le même degré d'engagement dans un livre. Cela tient à un facteur très simple. C'est que nous sommes tous différents comme lecteurs et la manière dont nous percevons ce qu'est un livre engagé est très différente. Et dans cet ordre d'idées, l'auteur n'est pas le seul garant du sens pleinement engagé de son roman. Évidemment, il y a toujours une part politique dans un livre, mais cette part politique n'est activée que parce que ça rencontre la sensibilité politique ou la sensibilité sociale d'un lecteur. Et ensuite, là, le livre prend une différence. Ce qui fait que des livres qui, pour certains, sont extrêmement engagés, pour d'autres, ne sont pas vraiment engagés ou ne sont pas suffisamment engagés. Ça, c'est parce que ça ne relève pas de la seule intention de l'auteur, mais aussi de la rencontre que ces livres font avec les sensibilités des lecteurs. Mais c'est pour ça que je dis que je pense que, oui, un écrivain écrit. Dans ce qu'il écrit, il y a toujours presque naturellement de la politique, parce que la politique n'est pas séparée de la vie, ça apparaît naturellement. Il n'y a même pas besoin de faire un effort pour en rajouter. Tous les livres sont politiques, qu'on le veuille ou non. Ils portent leur part de politique. Mais la signification profonde de ça n'apparaît que dans les rencontres avec les lecteurs. Et je crois qu'un écrivain doit d'abord se soucier, oui, d'écrire des livres, de beaux livres, ou de bons livres. Parce que c'est un reflet de mes lectures et de la bibliothèque qui est la mienne et que j'aime lire, qui est une bibliothèque très éclatée et qui traverse tous les continents du monde, africaine, européenne, américaine et sud-américaine, beaucoup. Donc il est tout à fait normal pour moi qu'un livre parlant de la formation littéraire soit le reflet de mes propres goûts littéraires, qui sont des goûts vraiment de
oui, très ouvert, on va dire. Donc, du reste, je ne voulais pas écrire un livre qui soit juste une sorte de mise en regard de l'Afrique et de l'Europe. Donc, je voulais un troisième espace, et ce troisième espace-là, c'était le continent sud-américain. Donc, c'était important pour moi qu'il y ait ce détour-là, et qui permettent des voyages, qui permettent d'activer d'autres imaginaires, tout simplement. Et pour moi, c'était bien de faire ça. Je dirais les langues premières, en fait, parce que c'est vrai que c'est une notion qui est très problématique, langue maternelle, et qui a d'ailleurs été remise en cause par beaucoup de linguistes, la langue maternelle, parce qu'elle enferme tout de suite dans une identité. Mais les langues premières, pour moi, ce sont vraiment les langues qui constituent votre environnement sonore quand vous êtes enfant. Et je crois que je dirais cela. Si je ne dis pas langue maternelle pour le Sérère, je peux dire que au moins, ça fait partie de mes langues premières. Donc des langues que j'entendais avant même de naître, j'imagine, puisque c'était l'environnement familial utilisait cette langue-là. Quand je dis première, ça n'a pas du tout de valeur, comment dire, même pas de hiérarchie, en tout cas au sens essentiel du mot. Ça a simplement une valeur quasiment dans le processus d'apprentissage de plusieurs langues, c'est celles qui sont apparues les premières. Voilà, c'est vraiment au sens littéral la langue première. Non pas la plus importante, mais celle qu'on entend en premier, et celle par laquelle on désigne, on nomme le monde d'abord. Ensuite, il y a eu le Wolof, et ensuite, il y a eu le français, et ensuite, les langues apprises. Voilà. Mais voilà, je dirais plutôt, j'utiliserais ce mot-là, de langue première. Et mes langues, oui, au sens quasiment oui, vraiment sonore, quoi, ce qu'on entend d'abord. Ce n'est pas ce qu'on apprend à écrire, etc., mais d'abord ce qu'on entend. Et comme le Sénégal est un environnement plurilingue, beaucoup de gens ont des langues premières très nombreuses. Parce que moi, j'ai entendu le sérère d'abord, parce que toute ma famille parle sérère. Mais dans certaines familles, le père est sérère, la mère est djola, et l'enfant entend les deux langues qui sont ses deux langues premières. Voilà. Et ça, c'est le plurilinguisme qui permet ça. Ça signifie l'écrire avec de la manière dont le sérère a été codifié. Donc là, c'est vraiment correctement au sens presque institutionnel du terme. Parce que comme la langue a été codifiée, évidemment, je peux phonétiquement, on va dire, l'écrire à peu près comme je veux. Mais je sais que ce n'est pas tout à fait ça correctement. C'est-à-dire que, en tout cas, selon ce que le respect d'une règle ou d'une codification, et je pense que c'est important pour une langue de pouvoir l'écrire comme ça. Et ça veut dire que ma connaissance du sérère codifié n'est pas encore suffisante pour que je me lance là-dedans. Et ça, c'est peut-être le surmoi de l'écrivain qui fait ça. C'est que, évidemment, je pourrais tout à fait me dire, bon, c'est pas grave, je l'écris comme je l'entends. C'est-à-dire, je le fais vraiment comme cela, sans aucun surmoi, sans me contraindre à... Mais puisque je suis auteur aussi, écrire une langue avec un minimum de correction est important pour moi. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore en sérère ou en wolof. C'est difficile à apprendre quand on ne les a pas apprises jeunes, en fait, ces langues-là. Non, je n'écris pas en ce moment et je ne sais pas si j'ai encore des choses à dire. Ça, je ne sais pas, vraiment. On verra dans le futur, j'espère, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas donné. Il faut du temps, il faut être vraiment sûr qu'on a quelque chose à dire. Et ça demande du temps. Pour être vraiment sûr qu'on a encore quelque chose de, non pas nouveau, mais un peu singulier à dire. Et ça demande de prendre du temps.
C'est pour ça que, oui, écrire est aussi une activité qui pour moi, s'inscrit dans des temps très longs, toujours. Parce qu'il faut être vraiment sûr de ce qu'on veut dire, être sûr que c'est nécessaire, et ne pas juste écrire des livres pour écrire des livres ou parce que vous savez que vous serez lu, que vous allez vendre des livres ou non. Bon, tout ça peut être très intéressant, évidemment, mais c'est intéressant pour les éditeurs aussi, j'imagine. En général, quand je dis ça, mon éditeur n'est jamais d'accord. Non, il faut quand même être plus voilà, conciliant. Mais bon, je crois qu'il comprend très bien ce que je veux dire quand je lui dis ça. Voilà. Ensuite, bon, pour le reste, je ne sais pas. C'est au lecteur de décider si c'est un grand livre, si c'est un bon livre, si c'est un mauvais livre, si c'est une fois que... Mais en tout cas, j'avais besoin de l'écrire. Je l'ai écrit à peu près de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, vraiment. Après, là, il commence à circuler. Il va dans d'autres langues. Voilà, ça, c'est très bien. Maintenant, il continue sa vie. Et moi, je vais continuer la mienne et on verra dans quelques temps si j'ai encore quelque chose à dire ou non. Mais j'ai toujours dit que l'idée de ne plus rien avoir à dire n'est pas désespérante, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça attriste les gens quand parfois... Mais c'est pas, je pense, c'est pas triste du tout, je trouve. Parce que ce n'est pas comme si, en n'écrivant plus, j'allais quitter la littérature. Voilà, c'est pas... je vais lire, je vais peut-être, je sais pas, éditer des choses, Ça, c'est toujours très intéressant. Et oui, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc non, il n'y a pas de sentiment de tristesse comme ça, parce que c'est aussi la preuve, ce serait la preuve, si jamais, bon, j'estime que je n'ai plus rien à dire, que j'ai quand même dit quelque chose, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est quand même mon quelque chose important. Et je l'ai dit, et maintenant, bon, j'irai faire autre chose. Donc pour moi, c'est plutôt une idée juste, oui, réjouissante, en tout cas pour moi, mais elle ne m'attriste pas, du moins.